de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 25 avril 2023, recevez nos salutations où que vous êtes dans le monde entier. Paix fraternelle à toutes et à tous. Je suis votre humble serviteur, Charles Yao Yao. Bonne écoute sur le www.radiolebene.tg dans l'émission La Voix de la Diaspora. Une émission prévue chaque mardi de 16h à 17h. Nous donnons aussi la parole dans cette émission aux auditrices et auditeurs de la www.radiolebene.tg pour poser des questions sur nos deux numéros, à l'instar du 00228 91 36 97 84. Je rappelle le numéro, le 00228 91 36 97 84 et le 00228 le 22 22 52 27. Le 00228 le 22 22 52 27. Derrière la baie vitrée pour conduire cette émission, nous avons Olivier. Nous sommes en studio avec trois confrères. Il s'agit de Yao Clousset du journal en ligne Afrique en ligne.tg. Oui, et Magloire Teko du journal Flambeau des démocrates, et aussi avec Dalmeda Amavi Elam, qui va nous parler du 27 avril, c'est ça, Amavi? C'est bien cela, merci de votre invitation. Je vous en prie, mais bien avant ça, une courte pause et on revient avec les sujets du jour. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Comme je l'ai dit tantôt, je suis en studio avec trois confrères, Clousset Yao, et Amavi Elam Dalmeda et Magloire Kenvi. Je vais leur laisser la parole de se présenter. Je vous présente les sujets du jour. Magloire, bonsoir. Bonsoir à toi, cher confrère Charles. Bonsoir au plateau et bonsoir à tous nos auditeurs qui nous suivent où qu'ils soient à travers le monde. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est très gentil de ta part. Tout le plaisir est pour moi. Vous savez que nous sommes au service des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs. Et si le devoir nous appelle, nous faisons, en tout cas, on se fait le devoir de répondre à cet appel citoyen, et c'est ce que nous essayons de faire encore cet après-midi. Merci beaucoup, on se fait le devoir de répondre à cet appel citoyen, comme l'a dit Magloire. Yao Clousset, merci d'être là avec nous. C'est un vrai plaisir, c'est ma première participation d'ailleurs à cette émission. Toute chose a eu une première. Exactement, donc très heureux de studio assez équipé. Avec une personne vraiment très charmante. Salut à tous. Merci. Je suis Yao Clousset, écrivain, mais aussi journaliste, directeur du site d'information africanligne.tg. Merci. Voilà. Dalmeda Amavi Elam. Oui, je suis, comme vous venez de le dire, Dalmeda Amavi Elam. Je suis animateur du groupe Recréant l'Espoir Ngoyi, qui est un groupe qui opère dans la préfecture du Golfe précisément, dans les communes du Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4 et Golfe 1. Nous sensibilisons la jeunesse sur divers thèmes, l'entrepreneuriat, et les fléaux de l'heure, et nous les encourageons à œuvrer pour le développement du Togo. C'est ça qui est très important. Pour le développement du Togo, comme tu viens de le dire. Mais aujourd'hui, cet après-midi, vous êtes là, c'est pour nous parler du 27 avril, c'est ça? Oui, c'est effectivement pour vous parler du 27 avril et autour du thème les visions retrouvées de Sylvanus Olympio. Autour de ce thème, nous développons une série d'activités, à savoir une campagne de communication pour rappeler les valeurs que défendait Sylvanus Olympio, père des indépendances du Togo, pour également
faire une activité sportive. Dalmeda, gardez D'accord, merci. le fil de votre idée. Nous allons venir en long et en large. Je vous rappelle aux auditrices et auditeurs de la 3W Radio lebene.tg que nous allons parler du 9e congrès panafricain de la décennie 2021-2031 des racines africaines qui va être organisée par le Togo. Le poids financier de la diaspora, l'apport, c'est-à-dire l'apport de la diaspora pour le développement du Togo, le rôle que peut jouer la diaspora dans le développement du Togo, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, cet organe mis en place depuis quelques années, le guichet diaspora, la diplomatie togolaise. Le 27 avril, bien sûr, comme vient de nous donner goût M. Dalmeda Amavielom, et aussi de la célébration du 27 avril. Magla, le Togo est devenu la capitale des événements. Bientôt, le 9e congrès panafricain de la décennie 2021-2031 des racines africaines au Togo. Qu'est-ce que ça vous dit ? Disons que, comme vous l'avez dit, il nous semble que ce congrès est à sa 9e édition. Tout à fait. Et donc, le Togo s'honore donc d'accueillir cette 9e édition. Et le constat qui est fait, c'est que visiblement, c'est l'une des résultantes, on va dire, de la diplomatie togolaise qui donne l'impression d'être assez offensive ces dernières années. Beaucoup plus sous l'égide donc du ministre Robert Doucet. Tout à fait. Et il était question donc de remobiliser, n'est-ce pas, les diasporas africaines pour pouvoir véritablement servir d'outils de développement à leurs différentes nations. Et je crois que la philosophie telle qu'elle est prise me semble bonne, parce que lorsque on scrute un peu, n'est-ce pas, les apports des diasporas africaines, ne serait-ce qu'annuellement, quand on voit les transferts monétaires, par exemple, on a tout de suite l'impression que ce sont de véritables apports au développement de nos nations, parce que généralement, ces apports tournent autour de 10% du PIB national. Tout à fait. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup au plan africain. Par exemple, dans les années, on va dire 2020 par là, où à cause de la crise sanitaire, les envois étaient même en baisse. Ces envois-là sont estimés par la Banque mondiale à plus de 100 milliards de dollars. C'est beaucoup. Maintenant, si on veut scruter beaucoup plus de fond en comble, on se rend compte que ces envois sont destinés uniquement qu'à des fins familiaux. C'est pour des besoins familiaux. Et indirectement, ça ne rentre pas trop. Si on veut prendre les canevas institutionnels, ça ne rentre pas trop dans le développement des pays. Mais il faut reconnaître quand même que ces fonds-là participent, n'est-ce pas, au bien-être, à l'épanouissement des familles et donc, par extrapolation, on dira donc au développement des nations. Mais c'est justement en cela que je crois pertinemment que la rencontre que ça prête à abriter le Togo s'avère indispensable, dans la mesure où ça permettra aux décideurs, aux frères et sœurs qui vivent dans la diaspora de pouvoir mettre ensemble toutes ces énergies-là, beaucoup plus pour le développement des nations. Et en tant qu'Africain, après tout, je pense que c'est de bonne guerre. Il faut y aller, il faut le faire. Sauf que généralement, chez nous, on a tendance à faire du folklore. Et on me dit que cette rencontre est à sa 9e édition, comme je l'ai dit en début de développement. Mais je me pose la question, s'il m'est donné de faire un petit bilan, n'est-ce pas, de ces 9 éditions ou 9 et 8 éditions précédentes, qu'est-ce qu'on pourra retenir concrètement au-delà du fait qu'on va citer peut-être les pays qui ont eu à accueillir ces différentes éditions? C'est en cela que moi, je vais peut-être lancer un appel, n'est-ce pas, aux autorités togolaises de faire les choses en telle sorte qu'il faut se démarquer un peu, n'est-ce pas, de ce qui est répétitif, redondant, mais qu'à la fin, qu'on ne retienne rien de potable. C'est pour ça que j'ai dit oui, c'est bien pour l'image du pays, c'est bien pour la diplomatie du pays, mais il va falloir quand même qu'au terme de cette rencontre, que tous les participants retiennent quelque chose de potable, quelque chose de positif sur l'édition
de Lomé. Que tous les acteurs retiennent quelque chose de potable sur l'édition de Lomé. Yaoundé, Lomé est la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, accueille le 9e congrès panafricanisme de la décennie 2021-2031 des racines africaines et de la diaspora africaine. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce congrès? En fait, c'est une grande surprise. C'est vrai que le Togo, depuis le temps Gérard Yadema, a été toujours une tête de grandes rencontres, d'événements internationaux. Donc, pour ma part, cela va du soi que, bon, en fait, c'est la tradition qui se perpétue donc, depuis des décennies. Donc, que ce soit depuis la CPU, etc., le Togo a toujours abrité donc, de grandes rencontres internationales. Donc, cette rencontre va également, et c'est la conséquence à peu près des infrastructures d'accueil et une certaine stabilité politique qu'on peut observer, c'est-à-dire ni paix ni guerre. Donc, ce qui fait que le Togo très facilement accueille des grandes rencontres. Et cela aussi fait partie de la politique étrangère donc, de nos gouvernants qui tentent donc par ces occasions faire donc découvrir donc, le Togo sur le plan international et partant aussi attirer qui de droit pour soit investir ou être intéressé par notre patrie, le Togo. Donc, en tant que citoyen togolais de surcroît journaliste, je ne peux que souhaiter donc un bon déroulement de cette rencontre qui sera donc la 9e édition. Et surtout, elle parle du panafricanisme. Vous savez, quand on parle du panafricanisme, je pense qu'aujourd'hui, les Africains, pour la plupart, se dessouchent un peu au profit des Occidentaux. Nous perdons nos manières au profit de la culture étrangère. Donc, redevenir nous-mêmes, nous devons donc réapprendre finalement. Et ces rencontres permettront de pouvoir quand même poser donc de nouvelles bases pour que les Africains redeviennent ce qu'ils sont, leurs origines, notre culture, celle transmise par nos ancêtres et que nous allons aussi transmettre à nos générations futures. Donc, je pense que c'est bien. Nous allons essayer d'attendre ce qui va découler donc, de cette rencontre. Nous espérons que ça va donc profiter donc, à l'Afrique tout entière, en ce sens que nous allons commencer par cultiver l'amour pour notre continent, notre culture, nos langues, nos traditions, nos manières de penser et de vivre dans la société. Nos manières de penser, de vivre dans la société, comme l'a dit Yaoundé, c'est la tradition qui se perpétue. Amavi l'homme d'Almeida, qu'as-tu dit à propos de ce congrès qui sera bientôt organisé dans la capitale togolaise? Oui, c'est une bonne chose, comme viennent de le dire les autres copanélistes. Vous savez que le panafricanisme va au-delà du folklore. Et le panafricanisme est né dans la douleur. Le panafricanisme est né dans la diaspora. Et vous êtes une radio de la diaspora. Le panafricanisme étant né dans la diaspora, c'est pour répondre à des questionnements qui étaient posés aux Noirs, aux Africains déportés ou bien qui sont encore restés sur le territoire africain, qui sont esclavagisés, colonisés. Et le panafricanisme, c'est surtout pour œuvrer à la libération des peuples africains, que ce soit de la diaspora ou bien qui sont restés sur le continent, et œuvrer pour leur développement, pour le développement de leur nation. Et le panafricanisme fait résonner l'unité, l'union. Il faut s'unir pour pouvoir vaincre les forces étrangères qui dominent qui dominaient nos grands-parents, ainsi de suite. Donc, comme je viens de le dire, au-delà du folklore, et le thème de cette rencontre nous rappelle et nous appelle à nos racines. Et dans nos racines, il ne faut pas oublier que les pays africains ou bien les peuples africains qui étaient organisés en royaume ou autres étaient bien développés ou bien étaient sur le chemin
une certaine façon de se développer, de vivre en cohésion, de faire la démocratie et de mettre en exergue leur culture et autres. Maintenant, la colonisation, la tutelle d'autres nations nous ont fait dévier du chemin que suivaient nos grands-parents. Et c'est pourquoi le panafricanisme est né pour remettre les choses à l'endroit. Donc, ce congrès est une bonne chose, mais il ne faut pas en faire encore juste une rencontre d'échange sans résultat, sans suivre les voies tracées par les pères du panafricanisme, qui étaient lutter pour la libération des Noirs, des Africains, et œuvrer pour leur développement. L'Afrique, ou bien les Noirs, étaient quand même des gens respectés dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous espérons que ces genres d'initiatives vont permettre aux organisateurs, au peuple africain de s'approprier de la source et des idées premières qui ont soutenu à la création de ce mouvement panafricain. Magloire, si vous est donné de faire une petite analyse ou bien un petit bilan de comment se porte le panafricanisme aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour faire ce petit bilan, mais comme c'est un exercice, oui. Je vais m'y atteler. Vous savez, le panafricanisme sous nos cieux, beaucoup plus, moi je le sens, comme je l'ai tantôt dit, sous une forme de folklore, parce que, voyez-vous, le débat qui est sur la table ces dernières années, c'est que tout le monde parle au nom du continent africain avec fierté, mais nos actes démontrent tout le contraire en réalité. C'est-à-dire que celui-là qui se dit panafricaniste, ça voudra dire que il ne devrait pas y avoir de frontières entre Africains, il ne devrait pas y avoir de différence, mais c'est la même personne qui essaie, n'est-ce pas, de poser des pots de banane à son compatriote, à son frère, à sa sœur, et ça part de là en réalité, parce que si on veut régler un problème, j'estime à mon humble avis qu'il faut le régler par les racines, voyez-vous. Et c'est pour ça justement que je me réjouis que l'initiative en question est portée par l'Union africaine et tous ses membres, en tout cas ses bras opérationnels. Et cela m'amène à dire en réalité qu'à la fin, n'est-ce pas, du sommet de Lomé par exemple, on doit être capable, les dirigeants africains, de dire par exemple au président Paul Kagame que ce qu'il fait sur le sol congolais n'est pas bien. Ah oui, j'ai parlé tout à l'heure de folklore. Est-ce qu'on veut se réunir annuellement au nom du panafricanisme et se séparer et bonjour les dégâts, comme toujours, ou alors on le fait pour régler un certain nombre de problèmes? Quand on parle de panafricanisme, je ne vois pas une nation ou une entité comme l'Union africaine, par exemple, prôner le panafricanisme tout en laissant un membre déstabiliser un autre membre de l'Union africaine. Or, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'on constate actuellement quand on prend, par exemple, le conflit qu'il y a en RDC, où on a constaté quand même qu'il y a des intrusions qui viennent du côté du Rwanda. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et ce n'est pas normal. Et quand on veut faire le panafricanisme et que dans notre propre maison, on se comporte de la sorte, souffrons que l'occidental ou les occidentaux qui sont là et qui nous observent et que nous accusons d'ailleurs à tort et à travers se moquent éperdument de nous, parce que nous-mêmes, de la maison, on ne se montre pas véritablement mature, capable de nous supporter mutuellement. Et donc, si je veux revenir à votre question, le bilan me semble très mitigé. Sous plusieurs angles donnés. Si on prend beaucoup plus, par exemple, côté politique, le panafricanisme voudrait également qu'à la base, qu'on respecte les textes que nous nous sommes donnés. Mais comment se fait-il que, par exemple, au plan sous-régional où il y a la CEDEAO, où on parle du protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit, par exemple, un troisième mandat,
ce qui est connu de tout le monde, mais ça n'empêche pas quelqu'un, à la veille de la fin de son mandat, sur la base de ses propres humains, de toiletter les tests pour se représenter. Et ça, c'est au vu aussi de tout le monde et personne ne dit rien. Après, il va y avoir des crises, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des consensus et puis des élections, et c'est un cycle perpétuel. Mais si on veut faire le panafricanisme juste dans la bouche, on n'ira nulle part. Ça, c'est côté politique. Mais côté économie, par exemple, vous allez voir que normalement, on parle aujourd'hui de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange commercial. Tout à fait. A priori, c'est une bonne politique. Mais est-ce que on pourra s'en sortir facilement si, par exemple, il y a plusieurs... Ça suppose que c'est un marché commun qui va réunir plusieurs États. Mais si on prend le Togo, par exemple, à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez me dire concrètement le produit qui peut être porté véritablement par le Togo? Je ne sais pas encore. Ça voudra dire qu'on patauge un peu, on navigue à vue, mais véritablement, à la fin, on ne se rend véritablement compte de nos acquis. Moi, j'estime, à mon humble avis, que par exemple, sur le continent africain, quand on parle de phosphate, le Togo est bien placé. Le Togo a les ressources qu'il faut pour pouvoir faire de son phosphate une véritable ressource à même de contribuer au développement du pays. Sur le plan africain, on a également le Maroc. Mais pourquoi pas, si on veut parler du panafricanisme, pourquoi pas un certain rapprochement entre le Togo et le Maroc pour pouvoir d'abord négocier le prix à l'international, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire le fait, par exemple. La Côte d'Ivoire, en tant qu'État, en tant que nation, sert d'avocat, n'est-ce pas, des paysans ou ceux qui cultivent le cacao ou le café, par exemple, à la Côte d'Ivoire. C'est l'État qui se comporte comme leur avocat auprès des bailleurs, auprès des puissants qui achètent véritablement ces produits. Mais quand, dans nos États, on laisse le producteur de café se débrouiller tout seul, il produit son café, il va sur le marché, le bailleur qui vient ou l'acheteur, il dit, voilà, moi je l'achète à tel prix, soit vous voulez ou vous ne voulez pas, mais dans ce sens-là, comment voudrons-nous que le paysan puisse s'en sortir? Et donc, je pense que le panafricanisme, c'est aussi ça, amener nos États à se donner de la force d'abord et à servir, n'est-ce pas, de porte-parole et surtout d'avocat à nos producteurs, s'il s'agit véritablement de paysans, même dans d'autres structures. On parle d'industrie. Aujourd'hui, le vrai défi auquel fait face le continent, c'est le défi de la transformation ou de l'industrialisation. On a quand même la matière qu'il faut, la matière première, nous l'avons, mais le vrai problème, c'est le problème de transformation. Mais pourquoi pas? On enchaîne les sommets de l'Union africaine chaque année, mais pourquoi pas ne pas consacrer 2, 3, 4, 5 éditions au service de la transformation pour voir comment est-ce que les États peuvent unir leurs forces pour que dans 5 années qui arrivent, dans 10 ans qui arrivent, on puisse véritablement doter nos États ou le continent d'infrastructures qui puissent permettre aux différents États de transformer les matières que nous avons sur place. Et c'est en cela qu'on peut rêver concurrencer avec les autres qui sont là. Sinon, en l'état actuel, on a tout, mais en réalité, on n'a rien. On est toujours à la queue du peloton. Ça doit nous amener à nous poser beaucoup de questions. Ça doit nous amener à nous poser beaucoup de questions. Mais je rappelle qu'au Togo, la filière est en train d'être organisée parce que, si je ne me trompe pas, il y a le comité de coordination de la filière café-cacao qui, d'une manière ou d'une autre, essaie de pouvoir organiser, régulariser le secteur. Non, je crois que c'est à saluer. C'est ce que j'essayais de dire. C'est à saluer et cela m'amène également à saluer un peu l'initiative PIA, plateforme industrielle d'Adikopé, même si c'est à l'étape embryonnaire, c'est déjà un bon début. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Oui, mais vous allez questionner peut-être un Togolais. Oui. Landa, il te dira qu'il ne sait pas concrètement ce qui se fait là-bas. Peut-être toi et moi, en tant que journaliste, oui, on a des bribes d'informations. Il y a des Togolais qui sont recrutés là-bas. Oui, ça sauve quand même des jeunes Togolais du chômage, c'est aussi vrai. Mais ce que je dis, c'est que l'initiative n'est qu'à son début.
même on le salue, mais je crois que les vrais résultats tomberont 5 ans après ou 10 ans après. Mais c'est déjà salutaire. Merci. Il faut encourager nos États. Quand on sait qu'aujourd'hui, le paysan d'Atapamé peut produire son coton et le vendre sur place, et également sur place, on aura notre t-shirt ou le pagne qui sortira d'Aditi Copé. Déjà, la philosophie, elle est bonne. Et ça doit être porté par nous tous. C'est pour cela que j'ai dit, le temps, il est quand même... Le temps leur a sonné quand même de sortir du folklore. Il faut aller à l'essentiel. Parce que le continent africain est très en retard aujourd'hui. Moi, je ne peux pas comprendre. Regardez, on a tout le soleil. Mais au même moment, on organise un sommet en Inde avec le soutien de l'Union européenne, le soutien de la Chine, pour nous apprendre comment capitaliser l'énergie solaire pour faire notre développement. Je pense qu'on doit quand même dépasser cette étape. Il y a un problème. Il y a un problème alors que nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour sortir de l'état actuel où nous sommes. La ressource humaine, on a également sur place les matières premières. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez un peu la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup d'Africains, peut-être dans la naïveté, semblent voir la Russie comme ce sauveur-là. Mais en réalité, eux tous, ils n'ont de regard vers nous que pour leurs intérêts. Tout à fait. Je crois qu'un grand homme politique l'a dit, que les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts en réalité. Il faut qu'on comprenne que même si la Russie vient en Afrique, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour ses intérêts. Alors, comment faire en sorte qu'il y ait, comment ça se dit, ce rapport de force? Je crois que c'est l'équation que l'Afrique doit se mettre à résoudre aujourd'hui, et on a les outils nécessaires pour avoir ces rapports de force de notre côté. C'est l'équation que l'Afrique doit essayer de résoudre. Yaoukloussé, le panafricanisme, qu'en dis-tu? Mais je pense que nous l'avons complètement perdu. Vous savez que l'Afrique a connu 4 siècles d'esclavage, et après c'est la colonisation. Nous apprenons donc des langues étrangères. Nous sommes plus nous-mêmes depuis des siècles. Et maintenant, même quand on parle du panafricanisme, pour moi, je ne sens que de 20 mots. Parce que dans la pratique, on n'arrive pas à nous accommoder avec la réalité que cela implique. Vous savez, le général Yadima Mobutu Sese Seko, à l'époque, avait donc prôné l'authenticité africaine, demandant donc aux Africains de se départir des noms importés, etc., pour rester nous-mêmes africains, mais sans grand succès. Ces chefs d'État ne sont plus de ce monde, mais leur politique n'ont pas malheureusement fait long feu. Même la consommation africaine peine à prendre corps dans nos esprits. Nous pensons que le riz chinois ou bien le pain français est de meilleure qualité que la production peut-être africaine, vous savez. Donc il reste beaucoup à faire, et puis aussi l'immigration. On pense que c'est ailleurs qui est mieux que le continent africain. Donc des milliers de jeunes africains sont prêts donc à s'expatrier pour aller se chercher en Occident ou en Orient, etc. Donc je pense que l'amour de l'Afrique, nous ne l'avons plus. Il faut essayer donc de travailler pendant de nombreuses années pour que les Africains se ressentent un petit peu eux-mêmes. Vous savez, l'Afrique des grandes civilisations, l'Égypte, etc. De par le passé, aujourd'hui, on a tout perdu. L'Égypte est là, mais n'offre plus ce qu'il offrait il y a quelques siècles. Nous sommes là dans la perdition, à nous chercher sans nous trouver. Sinon, aujourd'hui, nous parlons une langue étrangère, mais l'Afrique a quand même des langues qui sont écrites et qui peuvent être enseignées, mais pourquoi on ne l'enseigne pas? Voilà. Et quand on revient un peu sur le plan industriel, là encore,
Aujourd'hui, le monde a nettement évolué, mais l'Afrique reste un peu stationnaire en matière d'évolution industrielle. Vous savez, si aujourd'hui la Russie fait peur à l'OTAN ou ailleurs, c'est parce que pendant un certain temps, la Russie a développé la technologie nucléaire qui lui permet d'abord de se protéger, de constituer une menace pour l'humanité. Bon, l'Afrique ne constitue en aucun cas une menace, en quoi que ce soit. Notre agriculture aussi, voilà, est toujours embryonnaire, non mécanisée. On n'arrive pas à exporter nos productions agricoles vers l'étranger. On est là toujours à importer tout le temps et puis on nous parle de panafricanisme. Très peu de gens honnêtes me diront que en fait, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, il faut que ces actions, ces congrès puissent naître un peu partout et redonner un peu le goût à l'Afrique de rester un peu elle-même. Et cela dépendra d'abord des attitudes que nous allons même développer vis-à-vis des autres continents. Si nous pensons que l'Europe a donc les meilleures productions et que l'Europe offre peut-être les meilleures conditions salariales que l'Afrique et qu'il faut donc immigrer vers donc les pays européens, etc., vous voyez que l'Afrique aura tous les problèmes du monde, voyez-vous. Donc nous devons maintenant, chacun, ça doit être l'œuvre de chacun, nous devons maintenant travailler à pouvoir nous mettre en valeur nous-mêmes d'abord vis-à-vis des Occidentaux. Vous savez, quand l'Africain voit un petit blanc, il dit Yovo, bonsoir, parce que lui c'est Yovo. Voyez-vous, c'est quand même le Yovo. Ah, mais non, écoutez, vous savez, nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Donc, aucune différence, voyez-vous. Nous devons commencer, nous devons continuer ou bien à réapprendre à nous aimer nous-mêmes d'abord. Quand je vois certaines vidéos où les Africains chassent les Africains dans un pays où les Africains font barrage aux Africains, et je me dis que voilà où se trouve le panafricanisme dont vous nous parlez. Voyez-vous, je pense que chaque citoyen africain doit se dire et maintenant je suis prêt à changer, puis ça change. Ça change. Où se trouve le panafricanisme dont vous nous parlez et là, où se trouve le panafricanisme? Oui, je pense que mes prédécesseurs ont fait déjà le bilan. Je vais essayer d'aborder un peu l'aspect des solutions. Vous savez que le panafricanisme et ces genres de rencontres dont nous parlons aujourd'hui, et c'était organisé déjà en 1958. Il y avait eu plusieurs réunion avec le leadership de Kwame Nkrumah et qui a dit que les autres pays devaient aussi être indépendants, de ne pas laisser les autres pays à la rade. Et après les indépendances, il a dit qu'il faut faire l'unité africaine pour le développement et pour être fort sur tous les plans, militaires, économiques et consorts. Donc déjà, ça trace un chemin. Il faut que, comme mon collègue vient de le dire, la ZLECAf, les zones et la CEDEAO, il faut que ces outils qui ont été mis en place depuis des trentaines d'années soient opérationnels. Aujourd'hui, quand tu prends des produits que tu veux aller vendre, ne serait-ce qu'à Sogakopé, ici au-delà de la frontière, nous sommes à quelques 200 mètres de la frontière, n'est-ce pas? Mais quand tu prends un produit ici que tu veux aller vendre de l'autre côté, à tes frères qui sont de la même, si vous permettez, de la même ethnie, ou bien qui sont tous africains, tu ne peux pas. Même quand des fois tu es à la frontière, un policier t'arrête et tu lui parles le patois, votre langue, et lui aussi il est de cette ethnie, vous parlez tous ensemble, Évé, puisque nous sommes ici à Nicolas, prenons l'exemple de l'Évé. Si tu lui parles l'Évé, tu dis mais je vais aller chez mon oncle là-bas, il va te dire de donner l'argent. Voilà les solutions. Donc ces rencontres-là, à l'époque, il en sortait des décisions fortes, ne serait-ce qu'une décision ou deux décisions fortes qui seront mises en pratique. Donc déjà, il faut voir la libre circulation des biens. Il faut que les zones économiques soient vraiment des zones de libre-échange. Et vous vous rappelez que quand il y a eu la Covid, le Bénin a dit qu'il n'a pas fermé de frontières. Et les gens allaient au Bénin et revenaient.
Donc, si aujourd'hui le Togo abrite cette grande... ce congrès panafricanisme, du panafricanisme, il faut qu'ils retournent aux sources. Ils ont pris un thème qui se relie à la racine, peut-être, mais il faut qu'eux-mêmes retournent aux sources du panafricanisme qui était né dans la diaspora, qui a été transféré sur le continent pour le développement. L'Afrique qui n'est pas développée ne peut rien faire. Et nos frères qui quittent le pays pour aller ailleurs en cherchant le mieux vivre, c'est parce que nos pays ne sont pas développés. Vous voyez, donc en un mot, il y a des chemins. J'ai donné l'exemple des frontières artificielles. C'est vrai, on a dit qu'on les garde comme ça, sur le papier, mais dans la pratique, il faut qu'il y ait quand même la libre circulation. Il faut que les marchandises puissent circuler pour que l'agriculteur qui est en train de produire, ou bien quelqu'un qui veut transformer un produit aujourd'hui, se dise, quand je transforme à Nikonakbo ici, je vise mes frères d'Anero, mes frères de Thévier, ou bien de Kara, et en même temps, je vise mes frères du Ghana, de Sokakopé ici, parce que je vais traverser la frontière sans problème. Magloire, vous voulez rebondir sur ce sujet? Non, je crois que les collègues aussi ont tout dit presque, hein, mais ce que je peux apporter comme solution, c'est, il a dit mon prédécesseur, au plan politique ou institutionnel, il faut travailler beaucoup plus aujourd'hui à rendre plus fortes nos institutions. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'avoir des institutions qu'on affaiblit nous-mêmes par nos actes, par nos petits intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. C'est ça qui tue l'Africain et l'Afrique en général. Parce que vous allez voir que même au plan politique, beaucoup de chefs d'État ont été de très bons opposants, très adulés, mais une fois au pouvoir, rattrapés par l'instinct humain, rattrapés par la soif du pouvoir, se métamorphosent et deviennent autre chose. Parce que, arrivés là-bas, ils se disent, j'ai le pouvoir, je peux l'utiliser comme je veux. Alors qu'en réalité, vous avez le pouvoir sur les mains, mais en réalité, vous n'êtes pas plus fort que les tests qui régissent même le fonctionnement de la nation, notamment la constitution et tout ce qui va avec. C'est le grand défi qu'il faut parvenir à relever aujourd'hui sur le continent africain. C'est vrai que beaucoup plus dans le monde anglophone, il y a des efforts qui sont faits. C'est très rare de voir ces genres de gymnastique dans le monde anglophone pour un chef d'État de pouvoir contourner les tests pour avoir un grand boulevard devant lui. Mais ça va arriver. On l'espère bien, mais ça ne peut pas être que des slogans. Ça va arriver, oui, d'accord, c'est nos prières, mais il faut qu'on travaille véritablement pour que ça arrive. Parce que après tout, ce serait que de l'illusion. Il faut qu'on travaille pour que ça arrive. Et ce que je peux ajouter pour finir avec ce sujet, c'est que de l'expertise, on ne peut pas construire une Afrique très développée si le Togolais ne peut pas se rendre facilement au Cameroun, en Afrique du Sud, au Maroc, pour pouvoir se former et revenir construire le Togo. Mais vouloir aller, par exemple, en Afrique centrale aujourd'hui nécessite un visa. Mais je ne comprends pas. On parle du panafricanisme, mais on est encore là, au XXIe siècle, à demander des visas à des Africains pour se rendre dans des États africains. Pour moi, ça n'a pas de sens. En Europe, l'allemand va aller facilement en Suisse, en Angleterre, au Portugal, et vice-versa. Vous revenez pratiquement de la France. Comment ça a été? Vous avez eu des facilités comme ça? Parce que je suis africain, les facilités, oui, il y en a, mais c'est beaucoup plus restreint. Mais entre eux, occidentaux, c'est très facile. C'est très facile. J'ai cohabité avec des amis, des confrères journalistes qui sont venus de la Suisse, de l'Allemagne. Mais c'était comme s'ils étaient des Français. Ils allaient, ils revenaient. Et je rêve de voir ça aussi en Afrique. Que le Camerounais se sente togolais, que le Béninois se sente, je ne sais pas, sud-africain, ainsi de suite. Que le Togolais se sente rwandais. Voilà, c'est comme cela qu'on peut parvenir à construire une Afrique très solide et très développée. Si vous permettez, ces genres de décisions ce sont des décisions politiques. Il faut avoir le courage. Éminemment politique. Mais ce ne sont pas des décisions qui coûtent en réalité. Décider et d'accepter quand même les frontières sur le papier, mais physiquement les sauter, ça ne coûte rien.
Ça ne coûte rien. C'est comme ça qu'on peut construire une Afrique développée, comme l'a dit Magloire. Nous sommes sur la www.radiolebene.tg. Nous poursuivons notre émission et nous donnons aussi la parole aux auditrices et auditeurs de la dite radio sur le 00228 22 22 52 27, le 00228 22 22 52 27, le 00228 91 36 97 84, le 00228 91 36 97 84. Nous allons observer une courte pause et vous revenir. Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de tout pouvoir. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Aïe, 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 aïe. Mais c'est quand tu entends les anges descendent pour qu'on va pour toi. Oh. Mon frère, quand tu entends les anges descendent pour qu'on va pour toi. Oh. Mais c'est quand tu entends les anges descendent pour qu'on va pour toi. Oh. Mon frère, quand tu entends les anges descendent pour qu'on va pour toi. Oh. Alléluia. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Aïe, 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 aïe. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de tout pouvoir, tu es le Dieu de délivrance. Zambé, 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 Yahweh. 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 Aïe, aïe, aïe. Adorons Dieu, louons le Seigneur, chantons pour lui. Célébrons son nom, chantons pour lui, dansons pour lui. Alléluia. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Aïe, 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 aïe. Zambé, 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 Yahweh. 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 Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de tout pouvoir, et tu es le Dieu de délivrance. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Zambé, 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 Yahweh. Aïe, 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 aïe. Chantons pour lui, célébrons son nom, dansons pour lui. Acclamons le Seigneur, adorons son nom, chantons pour lui. Alléluia. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Alléluia, c'est la langue du ciel. Rosillonnant, les anges dansent. Aïe, aïe, aïe. Zambé, 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 Zambé. Zambé, 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 Zambé. Radio Le Bénin, www.radiolebene.tg. Nous sommes en studio avec Magloire Teko du journal Flambeau des démocrates, Yao Clousset du journal Afrique en ligne et mon confrère et l'homme d'Almeida Amavi. Nous continuons notre émission. Nous allons vous parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Magloire, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, un organe mis en place par le gouvernement, chapeauté par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous dit cet organe et le fonctionnement de cet organe? Quelle est votre analyse par rapport au ACTE? Le fonctionnement, je n'en sais pas trop, mais je ne peux que me prononcer sur la philosophie derrière la création de ces instances-là. Et à mon humble avis, c'est une bonne chose, comme je l'avais dit au début,
Parce que selon les statistiques officielles, il y a au moins 2 millions de Togolais éparpillés dans le monde, c'est beaucoup. Oui. Et à l'heure actuelle où le Togo cherche, n'est-ce pas, des voies et moyens pour amorcer sa vitesse de croisière en termes de développement, il va falloir quand même qu'on crée un canevas dans lequel tous les Togolais puissent trouver leur issue et apporter ce qu'ils peuvent apporter au développement du pays. Et donc je crois que l'initiative telle qu'elle portée par le ministère des Affaires étrangères, elle est louable. Et je crois que c'est d'ailleurs, entre autres initiatives qui ont permis depuis septembre 2019 à la mise en place elle-même de la HCTE, et qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, des Togolais de la diaspora ou du moins des Togolais de la diaspora peuvent voter, ce qui n'était pas le cas jusqu'à un passé récent, même si à l'heure actuelle, parce que à la dernière élection présidentielle, lorsqu'il s'était agi de donner pour une première fois la parole aux Togolais de la diaspora, il n'était que quelques 300. C'est très peu pour beaucoup de Togolais. Et au même moment, je dirais que c'est un début de quelque chose. Maintenant, comment est-il arrivé que pour 2 millions de Togolais vivant à l'extérieur, c'est seulement quelques 300 Togolais qui ont pu voter? Ça, c'est un débat. De la réticence, mais bon, avec au fil des années, au fil des temps... Non, je crois que ça va arriver. Je l'ai dit, c'est une première. Mais n'oublions pas que beaucoup de Togolais ont quitté le pays pour des raisons politiques. Et pour moi, la décrispation pourrait venir également de ce côté-là. C'est-à-dire que comment parvenir à apaiser les cœurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand on prend le bassin des médecins togolais, il y a beaucoup de statistiques qui disent qu'il y a plus de médecins togolais à l'extérieur qu'au pays. Tout à fait. Et beaucoup de gens ne veulent pas véritablement revenir. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'il y a eu une succession d'événements qui les ont contraints, n'est-ce pas, à faire valoir leurs compétences à l'extérieur. Alors qu'en réalité, tout ceci mis ensemble, des médecins, des ingénieurs, des avocats, même des journalistes, il y en a des journalistes togolais qui opèrent à l'étranger. Moi, j'estime que le gros boulot du ministère des Affaires étrangères en initiant ces mécanismes-là, c'est de parvenir d'abord à apaiser les cœurs de ceux qui en ont besoin et à faire en sorte que tous les Togolais puissent se sentir véritablement fiers de leur nation, fiers d'appartenir à une nation. Et partant de là, je crois que le reste, ça va être très facile pour chaque Togolais de revenir investir au pays. C'est vrai qu'il y a certains qui essaient de le faire, à l'instar du boxeur togolais Lorenzo, je crois, oui, qui depuis quelques années déjà s'est installé carrément au pays avec des initiatives à construire des forages par endroits, à apporter de la lumière, de l'électricité dans certaines localités. C'est bien, mais il faut faire en sorte que, au même moment que ce Togolais est arrivé à comprendre le bien fondé de revenir investir au pays, c'est également du devoir du ministère des Affaires étrangères de parvenir à convaincre même les plus sceptiques, n'est-ce pas, de savoir que nous sommes Togolais, ils sont Togolais, et peu importe les différends qui nous opposent, on est quand même obligé à porter très haut le flambeau de notre nation. Et c'est le grand défi. Et c'est le grand défi. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de Togolais qui à travers le guichet de la diaspora, à travers le HCTE, reviennent et ont des projets ici à Lomé. Pas pour... La dernière fois, j'ai rencontré un homme, Michel Goyakoué, qui est un cinéaste, un vrai cinéaste, qui a implanté des trucs. Et aussi, j'ai vu des projets réalisés ici à Lomé grâce au guichet de la diaspora. Il y a au plus le guichet de la diaspora et le HCTE a pour rôle de rassembler les Togolaises et Togolais de l'extérieur, assurer la pleine participation des Togolaises et Togolaises de l'extérieur au développement économique, social et culturel du
du Togo, entre autres. Comment comment analysez-vous le fonctionnement et la philosophie derrière, comme l'a dit Magloire, de cet organe? En soi, c'est une très bonne initiative, en ce sens que ça permet aux Togolais qui sont à l'étranger et qui le souhaitent de revenir au pays, de pouvoir donc s'y installer et donc de développer donc leurs connaissances pratiques. Malheureusement, on constate que ces dernières années, certains Togolais qui reviennent de la diaspora sont souvent arrêtés pour des faits politiques qui leur sont souvent reprochés. Je pense ainsi au Togui Kakbo 4 qui a été arrêté parce que c'est un Togui que j'ai la chance de connaître. Oui, il avait commencé les faits par peuvent rattraper mais écoutez, vous savez, il faut une promotion pour que les gens puissent revenir. Mais il faut une promotion, mais quand je parle de promotion, je ne sais pas quand même, vous savez, c'est vrai que il faut quand même des mesures assez incitatives. Quand des choses comme ça se passent, d'autres ont peur. Moi, j'ai vu des, j'ai vu des gens. Moi, j'ai vu des gens. On ne va pas laisser tout le monde aussi vilipender le pays. Bien sûr. Raconter des choses à l'extérieur. J'ai vu des gens repartir, parce que l'Okitogu a été arrêté. J'ai vu des gens repartir, des gens dire, moi, je reviens pas, etc. Je pense qu'il faut quand même amnistier parfois pour pouvoir encourager les Togolais de l'extérieur à pouvoir s'installer, à revenir facilement, sans crainte d'être poursuivis pour des faits passés. Il faut qu'aussi les Togolais de l'extérieur aient cette culture de faire la promotion de leur pays. Exactement. Au lieu de se verser dans des tout à fait. C'est comment je souhaiterais qu'on vote une amnistie générale pour permettre à un très grand nombre qui le souhaitent de faire le pas, de revenir. Parce que nous avons des Togolais qui ont de l'ingéniosité à l'extérieur. Ça veut dire, donc, cette ingéniosité profite à des territoires étrangers au détriment de notre patrie. Voyez-vous, donc, si au moins chaque année, une centaine d'ingénieries togolaises peuvent venir s'installer au Togo avec des structures, alors il y aura moins de chômage, il y aura beaucoup plus de technologie dans presque tous les sens, agriculture, industrie, mécanique, etc. Voyez-vous, donc, le Haut Conseil des Togolais de l'étranger est une bonne chose, en ce sens que qu'il permet aujourd'hui aux Togolais de se redécouvrir, même à l'étranger, de se reformer, de pouvoir constituer comme une force en appui à la force intérieure, voyez-vous, parce que bien organisé, les Togolais donc de l'extérieur d'abord contribuent énormément en termes de chiffres monétaires à la construction du pays. Vous savez, plusieurs milliards chaque année sont envoyés de l'extérieur, soit pour les familles ici, plus encore nous aimerions que ce ne soit plus des fonds qui soient peut-être alloués à des consommations courantes, mais plutôt des entreprises qui puissent durer dans le temps. Ouais, il faut donc capitaliser donc ces fonds pour pouvoir les transformer donc en des recherches durables, etc. Ouais, je pense qu'il faut donc encourager le HCTH, le HCTE, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Tout à fait, à essayer quand même de rafler beaucoup plus en offrant de meilleures conditions à nos compatriotes de l'extérieur, au fin de les intéresser à pouvoir revenir s'installer. Vous savez, d'abord, vous avez les urbains qui ne veulent souvent plus de nous sur leur territoire. Donc, nous devons maintenant penser un peu à nous, apprendre en Europe pour venir construire l'Afrique. Alors, ça doit être le cas maintenant parce que c'est ça qui fera développer l'Afrique. Si on pense que on est une richesse pour l'Afrique, donc vendant cette richesse à l'étranger, on va se faire un peu de sous pour soi, oubliant parfois que voilà, on peut quand même revenir et d'en faire profiter donc de son ingéniosité à la génération présente et même future. Il serait donc judicieux que les Togolais comprennent, ceux qui sont à l'extérieur comprennent que la République a toujours besoin de où qu'ils se trouvent, de ne pas oublier la patrie, d'être intéressé, d'être chaud
à des actions visant à reconstruire la République. Vous savez, nous avons une jeunesse très puissante, inexpérimentée, qui a besoin quand même que l'extérieur leur apporte des expériences acquises à l'étranger pour que nous puissions produire des richesses internes afin de pouvoir inonder les marchés extérieurs avec les produits africains ou voire togolais. Mais c'est encore possible, oui. Merci beaucoup, Yao Kouloussa. Il faudrait que les Togolais de l'extérieur sachent que la République a besoin d'eux. Exactement. Comme tu l'as si bien dit, merci. Et nous sommes talonnés par le temps, nous allons directement aborder le sujet 27 avril. D'Almeida, à ma vie, le 27 avril, le Togo, ça fait 63 ans que le Togo a eu son indépendance. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport au 27 avril? Oui, vous savez que le Togo a eu son indépendance il y a 63 ans. Mais quand on voit les infrastructures, le développement, est-ce que nous avons vraiment bien joui de cette indépendance? Voilà la question qu'on doit se poser. Mais quand même, nous jouissons aujourd'hui de la liberté sous une forme ou une autre. Et vous savez que les indépendances veut dire que nous avons été libérés du joug colonial. Et avant d'être libérés, il a fallu que les pères des indépendances, ou bien ceux qui ont fait cette lutte-là, soient unis, et aussi ils avaient derrière la tête l'envie de développer notre pays par eux-mêmes. Et je dois également vous rappeler que si nous avons eu la malchance de naître un peu plus tôt, on serait esclave ou bien on serait colonisé. Donc nous devons remercier, et c'est vrai, si tu fus né un peu plus tôt, tu serais esclave ou bien colonisé. Mais aujourd'hui, grâce à eux, nous sommes libres et nous devons les remercier. C'est pourquoi nous célébrons chaque fois le 27 avril et pour rappeler à tout le monde que notre histoire. Mais notre histoire ne commence pas par le 27 avril. Il y avait sur le sol togolais ou bien sur le territoire togolais des gens qui étaient organisés. Mais il y a une autre organisation qui est venue. Et il y a une autre organisation, une autre oppression, même qui a suivi cette organisation. D'où la libération de ce territoire-là par les pères des indépendances. C'est pourquoi nous avons, en tant qu'animateurs du groupe Recréons l'Espoir Ngoyi, nous avons voulu leur dire merci à travers une série d'activités que nous organisons sous le thème « Les visions retrouvées de Sylvanus Olympion ». Les visions retrouvées de Sylvanus Olympion. Gardez le fil de votre idée. Magloula, 27 avril 1960, le Togo a eu son indépendance, le Togo a cédé à la souveraineté internationale. Aujourd'hui, 63 ans après, est-ce que le Togo est réellement indépendant? C'est la grande question et je crois que c'est le véritable problème de beaucoup d'États africains. Est-ce que 60 ans ou plus de 60 ans après, on sent véritablement des États indépendants? La question, elle est là et je crois que si on veut mener des réflexions beaucoup plus minutieuses sur le sujet, je dirais qu'on a échoué sur plusieurs plans. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage de l'avouer. On a échoué sur plusieurs plans. Tout part de la politique. Au plan politique, je ne parle pas forcément du Togo, mais vous savez, quand un leader africain veut se faire élire, même si le choix est dévolu à ses compatriotes, ce leader-là, il a plus tendance, n'est-ce pas, à aller vers le faiseur de roi qui se trouve de l'autre côté, pour avoir sa bénédiction d'abord. Et vous savez bien de quoi je parle. Oui, allez. Et comment se fait-il que plus de 60 ans après, qu'on soit indépendant, comme nous le disons, qu'on soit encore dans cette posture où, pour pouvoir être élu président de la République par ses propres compatriotes, entre griffes, on est obligé d'avoir la bénédiction du colon d'hier. Oui, mais ça voudra dire en réalité que nous ne sommes pas encore indépendants. Ah oui, c'est aussi ça. Moi, qu'à chaque 27 avril, qu'on établisse un programme, défilé militaire par ici, tout ça, c'est bien beau. Mais je voudrais qu'on aille au-delà de ça. Pour moi... En quoi faisant? En quoi faisant? D'abord, c'est là où je dis,
il faut avoir dans les actions institutionnelles, il faut qu'il y ait une suite. Vous savez qu'avec l'avènement de M. Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, il y avait eu une certaine rotation qui avait été instituée par le chef de l'État ou le gouvernement pour ce qui est, n'est-ce pas, de la célébration du 25 avril. Et je me rappelle qu'en 2006 ou en 2007, le temps avait été donné à Dapaon. Et l'idée qui était derrière, c'est que, vous savez, pour accueillir les festivités du 27 avril, il faut beaucoup de travail en amont, d'infrastructures, de construction, peut-être des routes, de bâtiments, même d'hôtels, à même d'accueillir les sommités du pays, les invités. Et la philosophie derrière, c'est que si cette célébration cyclique-là, telle qu'elle est instituée, c'est de permettre chaque année à chaque ville du pays de se développer, d'avoir un nouveau visage. Mais on a fait une édition et 2 éditions, je crois, et depuis plus rien. Alors que vous savez que les enjeux ou les défis sont énormes un peu partout, sur tous les plans. Et c'est difficile pour le gouvernement aujourd'hui de dire je vais développer à Tapamé, je vais développer à Néro, ainsi de suite. Mais si on est basé, si on s'était contenté de cette célébration cyclique, je suis convaincu que depuis 2006 ou depuis 2007, à ce jour, ça fait 15 ans passés, on aurait quand même participé un peu à changer le visage des villes togolaises. Aujourd'hui, vous sortez de Lomé, il y a quoi à l'intérieur du pays? Peut-être Kara et plus rien. Alors que Avant Kara, un désert de végétation. Voilà, un désert de végétation. Et c'est peut-être ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des villes. Il y a des villes, mais dis-moi. Il y a Batakpamé, il y a des villes. Donc, il y a des villes. Un désert de végétation. Attends, disons. Je m'excuse. Quand on parle de Lomé, l'administration, est-ce que le citoyen... Dire qu'il faut décentraliser les choses, je suis d'accord avec vous en partie, mais... Parler de désert. Non, nous voulons plus. S'il y avait, nous voulons plus. Pas plus tard que ces 2 jours, pas plus tard que 2 semaines, 2 ou 3 de mes amis sont partis en Europe. Nous voulons, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, mais nous voulons plus. C'est pourquoi nous avons dit un désert de végétation. Vos amis ont choisi de partir en Europe. C'est parce que il y a des gens qui sont ici au Togo, à Lomé, en Afrique, qui gagnent aussi leur vie. Il y a aussi le 27 avril. Qu'est-ce que ça vous dit, monsieur le 27 avril? Pour ma part, 27 avril, c'est le couronnement d'un long combat de nos ancêtres qui sont battus donc, pour acquérir une véritable indépendance, c'est-à-dire qu'avoir le Togo pour nous-mêmes aujourd'hui. Vous voyez. Donc, 27 avril, pour moi, c'est une très grande date, une importante date à retenir dans l'histoire pour notre pays. Aussi, il faut voir que les nationalistes, c'est-à-dire ceux qui avaient de l'amour pour la patrie, se sont énormément battus et ont gagné donc, contre les colons en obtenant donc l'indépendance qui serait donc le départ des colons blancs dans notre pays. Ce fut le fruit d'un long combat, vous savez. Quand on revisite un peu l'histoire et quand on voit comment Sylvain Olympio, même le jour pour gagner l'indépendance, on sentait vraiment la ferveur qu'il animait, la manière dont il prononçait des mots. On sent que vraiment cette joie est vraiment immense, vous savez. Et quelques temps après, il a réussi à éponger toute la dette coloniale en 2 ans de gouvernance. Et 3e année déjà, il a déjà frappé la monnaie qui se doit arriver donc au Deutschmark calmement. Et le Togo allait prendre un grand essor après le 27 avril. N'eût été l'assassinat le 13 janvier 1963 du président, donc du père de l'indépendance, le Togo peut-être allait être ce que nous avons connu aujourd'hui. S'il ne faut dire que le 27 avril était le couronnement d'une grande lutte des patriotes pour pouvoir se soustraire de la méchanceté, de la colonisation, pour pouvoir redevenir ce que nous sommes, des Africains, des Togolais,
de souche comme nous sommes aujourd'hui. Donc, de toutes les fêtes, moi je célèbre toujours le 27 avril et je revois le film des événements, comment le drapeau a été hissé le jour-là, l'incident aussi qu'il y avait eu à l'époque, les témoignages de nos parents. C'est vrai, mon père, lui, il est né en 42. Il était donc adolescent à cette date-là. Il m'a souvent raconté, il vit toujours. Ma grand-mère aussi a vécu l'événement parce que elle est morte au centenaire il y a presque 10 ans. Donc c'était quand même un Togo vraiment qui était même des campagnes qui étaient très heureux de dire ça suffit donc aux colons blancs qui ont effectivement plié bagages et le Togo était donc devenu lui-même. Et malheureusement, après 63 ans après, nous sommes également là à ne pas être en mesure de nous comparer à certains États parce qu'on n'a pas avancé sur toutes les lignes, malheureusement. Oui, mais nous avançons quand même si c'est à petits pas. L'homme d'Almeida, retracez-nous un peu la vision de Sylvanus Olympio. Oui, vous savez que l'homme est dense, je ne peux pas tout dire, mais ce que nous retenons et que nous voulons véhiculer à nos amis dans la préfecture du Golfe et surtout ceux qui vont s'approcher de nous, qui vont participer aux différentes activités avec nous, c'est l'unité, la liberté et le développement. S'ils n'étaient pas unis, ils ne pourraient pas vaincre les forces de l'extérieur. Et ils ont été unis pour obtenir la liberté en vue de développer nos territoires pour nous-mêmes et pour notre bien. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière du développement que nous souhaitons. Vous savez qu'à une certaine époque, les Européens ont pu se développer. Ensuite, les Asiatiques ont pu se développer. Nous espérons que ça soit le tour de l'Afrique, comme le sommet que le Togo va accueillir bientôt. Et nous espérons que dans cette histoire-là, le Togo puisse tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi nous organisons une série d'activités à travers des campagnes de communication pour rappeler ces 3 valeurs-là. Et aussi, nous organisons le 27 avril, le jour même de l'indépendance, un festival de football qui va regrouper plus de 8 équipes. Et autour de cette festivité, puisque le football, nous l'aimons tant, ça va nous permettre de diffuser ces valeurs d'unité, de liberté, de ne pas oublier de travailler pour le développement qui est peut-être la dernière étape. Maintenant, le dimanche, après le 27 avril, nous allons organiser un café citoyen qui va nous permettre d'aller en profondeur sur ces valeurs-là. Et ce que nous retenons beaucoup, c'est le développement. Voilà, d'où le nom de notre groupe, Recréons l'espoir Ngoyi. Ngoyi est très important. Il faut que nous allons vers le développement pour que nous puissions jouir et de notre existence. Monsieur Dalmeda, merci pour cette petite pub. Nous allons vous tendre la facture après. Magla, nous sommes presque à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, Magla. Mon mot de la fin, c'est pour exhorter, on va dire d'abord, la classe politique togolaise à terre pour une fois leurs divergences, leurs différends, pour se retrouver ensemble autour de la célébration du 27 avril. Parce que vous savez, 27 avril, c'est comme un creuset national dans lequel nous sommes obligés de nous retrouver chaque 27 avril, c'est-à-dire une fois l'an. Mais aujourd'hui, ou depuis quelques années déjà, c'est difficile de voir un monsieur Jean-Pierre Fabre, par exemple, aux côtés de monsieur Fornia Simbe à la loge officielle lors de la célébration du 27 avril, ça voudra dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il faut parvenir à le circonscrire et le résolver. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et parce que vous voyez, ça tend, la conséquence qui est là, c'est que chacun s'élève 27 avril de son côté. Les pouvoirs publics le font. L'opposition, une partie se retrouve de l'autre côté du Bénin pour déposer des jets de fleurs sur la tombe de Sylvanus Olympio, alors que ça ne devrait pas être le cas. Il doit y avoir un seul et unique programme dans lequel nous sommes obligés de nous fondre. Et donc, c'est ça l'idéal. Et si on n'arrive pas à atteindre cet idéal-là, c'est qu'il y a problème. Et pour parvenir à décrisper cela ou à trouver une solution à cet état de choses, j'en parlais tout à l'heure de la décrispation de l'atmosphère sociopolitique. C'est très important parce que politiquement, on parlait tantôt de nos amis de la diaspora.
beaucoup ont quitté le pays parce que pour des problèmes politiques, ou les parents de ces gens-là ont quitté le pays dans les conditions pas trop optimales, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ce sentiment un peu de remords vis-à-vis du pays, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et autour de tout ça, il y a la politique. Et donc, c'est un appel que je lance à tous les acteurs politiques de se retrouver une fois pour parler franc jeu et essayer de décrisper l'atmosphère politique dans le pays. Et si on parvient à le faire, je crois que le Togolais n'est pas compliqué. Tout le reste, vous verrez que les Togolais s'embrasseront et embrasseront véritablement le chantier du développement du pays comme un seul homme. Le chantier du développement du pays comme un seul homme, ce que vient de dire Magloire Teko, du journal Flambeau des démocrates. Yao Kloussé, votre mot de la fin? Mais ça peut dire que le Togo n'appartient à personne. Personne ne peut s'approprier donc la lutte pour les indépendances. Le Togo appartient à nous tous. Et c'est ensemble que nous allons relever les grands défis du développement. Donc, pour ma part, nous devons tous travailler sans aucune distinction. Vous savez, nous sommes avant tout des Togolais, c'est ce qui est très important. Regardons-nous comme étant des Togolais ayant en partage une terre commune, que de dire telle personne est de tel bord. La politique, nous allons la laisser, le Togo va toujours continuer. Vous savez, quand on revisite un peu l'histoire, dans les années des indépendants, il y avait des partis, du CPN, le CUT, etc. Mais écoutez, ces partis n'existent plus, le Togo continue toujours d'exister. On ne peut pas quand même prendre l'idéologie d'un parti pour s'opposer à d'autres concitoyens. Donc nous sommes avant tout des Togolais. Nous avons une terre extrêmement riche en partage. C'est ce qui compte. Nous devons nous regarder comme des frères et cesser donc de nous combattre, travailler pour relever les grands défis civilisationnels et de l'industrialisation de notre pays, afin que le Togo puisse retrouver sa lettre de noblesse telle que nos ancêtres nous l'avaient donc accordé en luttant pour l'indépendance. Donc nous devons continuer donc la lutte. D'abord l'indépendance, on ne l'a pas entièrement. On continue toujours par être sous domination étrangère. Nous devons donc travailler pour reconquérir notre vraie liberté, notre indépendance, afin que le Togolais puisse rester lui-même. Et que nous devons aussi nous départir des distinguos qui nous lient ci et là. Donc restons plutôt Togolais, et avant Togolais nous allons mourir. Voilà. Et l'homme? Oui, je vous remercie pour votre invitation. J'invite tout le monde à se rappeler des visions des pères de l'indépendance, pas seulement de Sylvanus Olympio. Lui, il a été le porte-flambeau, mais seul il ne pouvait pas le faire. Donc ils étaient unis, ils nous ont obtenu la liberté. J'invite tout le monde, comme l'a dit mes confrères ici, que maintenant il y a un défi civilisationnel, que l'Afrique soit la prochaine destination du développement, et en particulier le Togo, car Sylvanus Olympio l'a dit, le Togo, aussi petit soit-il, peut contribuer au développement du monde, à la paix dans le monde. C'est pourquoi il a dit le Togo, l'or de l'humanité. Merci beaucoup. Nous sommes sur la www.radiolebene.tg. Ainsi prend fin cette émission. Au studio, Magloire Teko et Yao Kloussé et l'homme. Bien de choses aux auditrices et auditeurs de la www.radiolebene.tg. Restez scotchés sur nos programmes. Bye bye. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.